Président Banakani, eh bien, ils sont nombreux, les Africains, qui se posent des questions. Présence française sur le continent africain, ça fait plus d'une centaine d'années. Quel bilan peut-on donner à cette présence française? Car pour, on va le dire, 99% des Africains, il est l'heure que la France dégage du continent. Non, ce n'est pas seulement 100 ans. Vous êtes gentil. Bon, je suis très gentil. Ça remonte à près de 3 siècles, c'est au moins 300 ans de présence française. Si on prend le moment fondateur de l'arrivée de la France sur le continent. Quand on parle de bilan, ça suppose qu'il y a une politique. Oui. Et que cette politique ait des objectifs. Et qu'on puisse mesurer les objectifs. Et c'est là où j'avais un problème, c'est là où il y a un problème. Il n'y a pas seulement un problème au niveau d'une méthodologie qu'on puisse déployer pour analyser le sujet. Oui. Mais il y a un problème sérieux parce que de quoi parle-t-on? Bilan. C'est-à-dire, voilà un pays qui devrait avoir un bilan par rapport à sa présence dans d'autres pays. C'est déjà un problème, ça. Oui. Ça n'a pas de sens. Les pays dont on parle sont des quartiers de la France, sont-ils des départements de la France, sont-ils quoi? Comment on les qualifie? Puisqu'on nous dit que la colonisation a été finie depuis l'indépendance. C'est ce qu'on nous dit que c'est fini depuis l'indépendance. Ok. Comment se fait-il donc qu'aujourd'hui, on dise bilan de la politique française en Afrique? Ça n'a pas de sens, puisqu'il ne devrait pas avoir de bilan, puisque l'indépendance signifiait que la France était partie réellement. À ce moment-là, chacun de son côté. Il est difficile aujourd'hui de voir, quand même si on peut nuancer ça, que dans les pays de colonisation anglaise, on dise que le bilan de la politique anglaise dans les pays, dans ces ex-colonies. Oui. Elle a su partir. Elle est restée dans ces colonies, mais elle a su négocier son départ. Il faut bien comprendre cette affaire. Mais la France, tous les jours, bilan de politique africaine, et c'est tellement vrai ce que vous dites que l'autre jour encore, celui qui officie comme président était encore obligé de venir faire le bilan lui-même encore de politique africaine. Donc, il vient confirmer l'impasse en termes méthodologiques de la capacité, de la possibilité même à poser le problème. Donc, à partir même de l'idée d'un bilan, il y a déjà un problème. Et ce problème qui est posé là est le problème même, n'est-ce pas, de la situation que nous voulons analyser. Donc, c'est anachronique, c'est extraordinairement anachronique de parler au XXIe siècle de bilan de la France en Afrique. Elle n'est jamais partie. Jamais partie. Il n'y a jamais eu de décolonisation. Donc, la première partie du bilan qu'il y a à faire, c'est de constater qu'il n'y a jamais eu de décolonisation, que la France n'est jamais partie. Ça, c'est le premier point du bilan, Justin Goff. Donc, premier bilan à faire de la France. Premier bilan. Elle n'a jamais décolonisé. Elle est une puissance coloniale en plein XXIe siècle. Elle veut encore recoloniser. Elle ne veut pas. Elle est une puissance coloniale en plein XXIe siècle. Parce que ce n'était pas le cas. Dans le monde, mais est-ce que la France est la seule puissance coloniale? Non. Le Portugal a été une puissance coloniale. L'Angleterre a été une puissance coloniale. La Hollande a été une puissance coloniale. La Belgique a été une puissance coloniale. On peut citer. L'Espagne. L'Espagne a été une puissance coloniale. Merci. Est-ce que vous avez vu quand vous prenez le cas des ex-colonies, même la Belgique, qui est un cas particulier encore, mais même la Belgique, aucune des anciennes puissances coloniales n'a la relation que la France avec ses anciennes colonies. J'ai dit que la Belgique est un cas parce que la colonisation belge aux Zaïre est un cas à part. C'est la problématique des Grands Lacs. C'est la question du Congo dans la géopolitique mondiale. La question du Congo. Mais ça, on connaît. Mais même malgré ça, vous ne verrez pas la Belgique avoir la même politique. C'est-à-dire que la Belgique se lève et dit la politique belge, la politique africaine de la Belgique. Vous n'entendrez pas les Allemands dire la politique allemande, la politique africaine de l'Allemagne. Vous n'allez pas entendre le Portugal dire la politique africaine du Portugal. Vous n'allez pas écouter les Hollandais dire la politique africaine de la Hollande. Vous n'allez pas...
Donc ça n'existe pas. Pourquoi c'est seulement la France qui continue à revendiquer un tel anachronisme en plein 21e siècle? Il faut qu'on m'avale. Si les intellectuels français peuvent débattre avec nous, mais qu'ils viennent au débat. Je ne parle pas de leur président, il ne vaut rien, il est inconsistant. Et son discours de lundi vient encore confirmer tout ce qu'on dit là. Exactement. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de voir la tête des clients français qui se rassasient matin, midi, soir de la russophobie que Macron vend maintenant partout en Afrique. Vous parlez de la colonisation russe, mais ça fait rire. Mais il y a quelqu'un qui est là depuis des siècles, son cou fait que s'allonger. Raide, un coup colonial, le long coup colonial, raide, ça ne bouge pas. Donc la première partie du bilan, c'est d'abord de constater le fait que la France n'a jamais décolonisé. Elle n'est jamais partie. Donc, c'est le dernier empire colonial en plein 21e siècle. Et à partir de là, M. Josselin Gosse, on est dans un anachronisme qui impacte même l'ensemble des relations internationales jusqu'à l'ONU. Parce que l'ONU s'est vantée d'avoir été une puissance, une instance où on a négocié l'indépendance des pays africains, où on a préparé la décolonisation à travers les régimes de tutelle et les régimes de mandat que l'ONU a institué. De ce fait, l'ONU a été une tribune où des patriotes, des anticolonialistes africains, les indépendantistes africains allaient débattre de la question de l'indépendance. Ça a donné un petit crédit à ce machin. Mais pourquoi à l'ONU? Est-ce qu'on peut avoir dit que le régime de mandat est fini? Le régime de tutelle est terminé? On ne voit pas la tutelle de la France qui a continué et qui n'a jamais cessé. À qui va-t-on faire croire que l'ONU n'était pas au courant des accords secrets de coopération? À qui va-t-on faire croire que l'ONU n'était pas au courant des bases militaires françaises? À qui va-t-on faire croire que l'ONU n'était pas au courant de la France-Afrique? À qui va-t-on faire croire que les Américains n'étaient pas au courant? À qui va-t-on faire croire que toutes les instances morales autoproclamées, n'est-ce pas, du monde, n'étaient pas au courant du fait que la France a décolonisé pour ne jamais partir? Josselin Gosse, c'est un problème moral, c'est un problème géopolitique, c'est un problème moral, c'est un problème éthique et spirituel pour l'ensemble de la communauté internationale autoproclamée, s'ils sont dignes de ce nom. Et il y a une puissance coloniale en plein 21e siècle, qu'on appelle la France. C'est ce qui explique la persistance de cet anachronisme historique consistant à voir un pays qu'on appelle la France, mais qui, dans sa politique, parle matin, midi, soir de tout un continent. Et dont les présidents décident à la place des présidents supposés de ces pays-là de leur avenir. Josselin Gosse, la France est le seul pays où le président parle comme ça encore au XXIe siècle. Aucune puissance mondiale ne parle comme ça. C'est-à-dire qu'il définit la politique d'un continent à la place de ce continent et à la place des dirigeants de ce continent. Anachronisme, monsieur. Ce n'est possible que parce qu'il n'a jamais décolonisé. Donc, vous voyez que pour introduire la question du bilan, il faut d'abord questionner cet anachronisme-là. Et une fois qu'on l'a questionné, on revient à la distinction, à la classification extraordinaire que tu as faite, Josselin Gosse, que tu as fait dans ton introduction, à savoir qu'on ne peut pas parler du bilan sans mettre sur la table la question des indépendances et de la décolonisation. D'aucuns appellent ça le contentieux historique. Moi, j'appelle ça le contentieux de la décolonisation. Le contentieux de la décolonisation. Ce n'est pas très différent du contentieux historique. Parce que le contentieux historique, souvent, quand on le convoque, c'est le rapport France-Cameroun. Oui. Vous comprenez? Il est vrai. Mais il faut élargir. C'est le contentieux de la décolonisation. Parce que, Josselin Gosse, il n'y a pas de bilan possible pour les pays africains de colonisation française sans la question du contentieux de la décolonisation. Tout intellectuel, tout discours qui parle de l'Afrique et du précaré français, colonie française, sans parler de la décolonisation, du contexte de la décolonisation, est un discours pro-impérialiste. Et classez ça. Vous connaissez les tenants de tels discours. Les gens qui matin me disent, ça vous parle de la démocratie néocoloniale, des droits de l'homme, des bêtises, de comment non, il n'y a pas que la France qu'il faut critiquer, les présidents africains sont responsables et tout, et tout, et tout. On veut nous amener, on veut imposer un tel discours comme étant paradigme pouvant servir de base pour analyser les relations franco-africaines. C'est un discours, c'est un faux discours de mensonge. Parce qu'il faudra qu'on réponde à la question. Les Africains ont-ils eu des présidents
Y a-t-il des présidents? Première démarche, et on convoque dans la question historique. Quand la question des indépendances se pose, la décolonisation se pose, question inspirée par les panafricanistes à travers leurs 5 premiers congrès panafricanistes. Alors il faut rappeler ça pour comprendre le combat comme aujourd'hui, Jocelyn Gosse. Oui. La continuité du combat et la continuité des mêmes scénarios qui se présentent. Quelques siècles, quelques années, quelques décennies, quelques cinquantenaires, les mêmes scénarios se présentent. Pour dire que c'est un phénomène, c'est un problème historique profond. Donc, M. De Gaulle, pour contrer les panafricanistes en 1944, convoque sa fameuse conférence de Brazzaville. Il faut rappeler ça. Aux Achille Mbembe et Felmin Sarr, qui pensent qu'on peut penser le présent en évacuant le passé, qui a créé les conditions du présent. Et convoque sa conférence de Brazzaville pour faire quoi? Pour intimer, pour dire aux Africains que voici le cadre que moi je décide pour vos futures indépendances. Jocelyn Gosse. Et quand il pose ce cadre-là, à l'instant-là, il n'y a pas, pratiquement parlant, de voix dissidente. Il n'y a pas. Mais après 1944, les processus se complexifiant et simplifiant, les combats indépendantistes simplifiant et tout, le cadre qu'il a posé à Brazzaville va faire choc avec les véritables dynamiques des libérations nationales. Guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, qui est un moment fondateur dans l'histoire de la décolonisation. Nous savons comment ça s'est terminé. Les Algériens, au moins, ont réussi à imposer à la France un aggiornamento qui a débouché sur l'indépendance de l'Algérie. On connaît les ressorts de cette guerre et des traces qu'elle a laissées en France jusqu'à aujourd'hui et de la marque qu'elle a donnée aux institutions françaises jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas que l'Algérie. Il y a une guerre d'indépendance au Cameroun qui est dirigée par des leaders historiques de l'histoire du Cameroun, Oumyobé Wandje et consorts. Il y a des dynamiques d'indépendantistes en Guinée-Conakry, incarnées par ce que vous avez cité. Un peu partout, en Afrique, il y a des batailles de décolonisation, n'est-ce pas, dont les plus emblématiques sont ceux que je viens de citer. Alors, il se passera quelque chose d'extraordinaire. De Gaulle va choisir de liquider par le feu et le sang les dynamiques qui disent que non, nous ne voulons pas l'offre française en matière de décolonisation. Le Cameroun a fait une guerre dont la France a honte de parler jusqu'à aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de cracher sur la bêtise qui vient d'être créée par le provocateur de l'Élysée, l'agresseur en chef qui est à l'Élysée, qui l'appelle Commission mixte Cameroun-France pour soi-disant écrire l'histoire du Cameroun. Alors nous parlons, l'État camerounais a déjà anticipé depuis et a mis sur place une commission pour réécrire toute l'histoire du Cameroun. On n'a pas besoin de ça saleté-là. Les intellectuels camerounais qui pleurnichent là pour dire que non, il fallait qu'on les mette là-dedans, qu'ils arrêtent ça par respect pour eux. Moi, j'ai un profond respect pour Daniel Aboua. Vraiment, respect que j'ai pour lui, s'il m'écoute, qu'il ne parle plus, qu'il ne faut pas qu'il revendique la saleté, qu'il laisse la France et ces gens qu'il a choisi faire ces bêtises-là. Ça ne nous concerne pas. Jocelyn Gosse. Donc, on va liquider par le sang et le feu les dynamiques porteuses d'une offre africaine digne de son nom, une offre de libération nationale, une offre d'indépendance. Jocelyn Gosse, qui de manière fondamentale ne voulait pas dire rupture radicale avec la France. Parce que si la guerre algéro-française a débouché sur une négociation, les accords de Vienne, c'est ça, les accords de Vienne, mais pourquoi la France ne pouvait pas tirer les leçons de l'Algérie pour discuter correctement, engager une négociation digne de son nom avec les patriotes africains qui revendiquaient l'indépendance? Pourquoi? Parce que c'est ça la France. Pourquoi il s'agissait de dire que c'était une question de suivi pour la France? Parce qu'elle voulait être une grande puissance dans le Conseil des Nations. Il fallait qu'elle soit parmi les puissances. Et la condition de la puissance française, c'était l'asservissement des Africains. Asservissement économique, asservissement culturel, asservissement politique, et asservissement géopolitique. Si quelqu'un, dans son discours, évacue ça, c'est l'ennemi du continent africain. Jocelyn Gosse. Ne le considérez pas. C'est-à-dire que ces frontières doivent être claires et assumées. Donc, à partir de ce moment, le bilan de la France commence là. Maintenant, examinons donc quelle est l'offre de la France une fois qu'elle a liquidé les patriotes. La France propose aux Africains un deal
je vous offre les conditions d'insertion dans le champ géopolitique mondial, dans le champ international mondial, à condition que, sous ma coupole, vous êtes derrière moi, quand je vais aller à l'ONU, je vous embarque comme du bétail électoral pour faire de moi une grande puissance diplomatique. Quand je m'aligne à l'ONU, vous vous alignez. En retour, donc, moi, je vous garantis ce que j'appelle le développement. Développement. On va donc signer des accords de coopération. Secrets de coopération. Des accords secrets de coopération. Qui consistent en fait à un transfert de tous les éléments de la souveraineté, c'est-à-dire des capacités à bâtir des politiques de développement. On transfère tout ça à Paris. Et ce transfert se traduit concrètement par les accords monétaires, les accords culturels, n'est-ce pas, les accords éducatifs, Jocelyn Gosse, et les conséquences, à savoir les accords diplomatiques et géopolitiques. Les Africains sont interdits de faire de la géopolitique. Ils doivent renoncer à toute initiative diplomatique. C'est le couloir réservé à la France, à son général de Gaulle, qui peut aller pérorer dans les enceintes internationales pour jouer au grand. Il était tellement géant, il fallait aussi qu'il soit géant sur le plan diplomatique. C'est cela qu'il s'agit. Alors, vous me donnez vos matières premières, je garantis votre monnaie, qui n'existe pas sur le plan international. Donc, vous existez monétairement international grâce à moi. Vous n'avez pas d'armée. Il y a des accords secrets militaires, et hier encore il en parlait. Parce que quand on parle des choses, allez lire son discours. Hein. C'est nous qui l'avons dit écrit ça. Non. C'est celui qui l'avait expliqué. Ce discours est un aveu en plein 21e siècle que la France n'a jamais cessé d'être une puissance coloniale. C'est maintenant qu'il veut reformer le pacte militaire. Alors, donc, que les gens se taisent, que les profs français ferment leur bouche, qu'ils ne parlent plus, si c'est un peu honnête. Macron vient de vous avoir en plein 21e siècle que ces accords coloniaux-là étaient là, et que c'est maintenant qu'il veut les reformer. Dans son discours, il dit encore, il avoue que depuis 2017 à Ouagadougou, j'ai dit qu'il y a un peu de politique africaine. Autrement dit, il y en avait jusqu'en 2017. Oui. Bon, que c'est faux. Mais on le prend au mot, n'est-ce pas? Mais tous ces gens-là qui viennent nous donner des leçons pour dire que, écoutez, vous accusez tous les Français à tort et à travers. Vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Ce sont sérieux. Dites que vous avez d'autres projets, mais ne cherchez pas des arguments de rue pour dire des bêtises. Le débat est clos. À partir du moment où le chef colonial lui-même vient vous dire que taisez-vous. Macron vient vous dire que nos entreprises faisaient du faux en Afrique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes les derniers. Nous n'arrivons pas à suivre le rythme de la compétition. Et comme moi, Macron, je peux défendre des entreprises qui ne sont pas à la page. C'est pas les Français qui ont dit de dire ça? Non. C'est lui qui avait écrit son discours? Non. Gosse ne peut pas nier l'évidence. Mais ce qu'il dit là, Jocelyn Gosse, c'est la conséquence du consensus néocolonial que la France offre à ses colonies après des indépendances. Alors, parlons donc. Mais vous reprochez quoi des colonies qui, à la faveur d'un rapport de force totalement défavorable sur le plan de l'histoire, n'ont pas le choix devant une offre qu'on les fait. Mais les colonies n'avaient pas le choix. Parce que tous ceux qui ont dit non, tu as cité les noms, on a coupé la tête. On les a tués tous. Il ne restait que les gens qui pouvaient dire oui. Et ils ont donc dit oui. Faisons le bilan. C'est la politique française. Mais après, maintenant que Macron veut dire que okay, moi, il veut changer les choses. C'est ce qu'il dit dans le discours. C'est lui qui dit, hein. Il veut changer les choses. Donc, on ne change que ce qui existait. Ce qui existait était de la colonisation. Il vient de le reconnaître. Il veut changer. Alors, lui-même, il a fait le bilan. Alors, on voit. France CFA, les pays africains ont tenu leur parole. Ils ont approvisionné le compte d'opération au départ de 100% de leurs devises. Après, c'est passé à 75%, après 60%, après 50%. Quel est le pays africain qui a refusé de remplir ce rôle? Ils l'ont rempli. Ils ont rempli leurs engagements militaires. Non seulement ils ont aidé la France à être un pays libre, mais ils ont continué, ils ont sauvegardé les accords qui étaient cinquantenaires au Sénégal. Quel est le pays africain qui a voulu rompre ça? Gbagbo a essayé, il s'est retrouvé à la CPI. Pour les babas qui gueulent là, ils oublient l'épisode de Gbagbo. Gbagbo n'a pas fait quoi? Mais à la faute de Gbagbo, si nous ne sommes pas en mesure, sur le plan de notre niveau d'organisation, à sécuriser les patriotes, Gbagbo s'est retrouvé, n'est-ce pas, à la fin du XXe siècle finissant, déporté à la CPI. Il a fallu le combat des panafricanistes, n'est-ce pas, pour qu'ils sortent de là. Et nous le saluons en passant, le grand patriote Gbagbo. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a accepté les accords culturels. Puisque nos écoles sont bâties sur le modèle colonial. Alors, on produit des fonctionnaires, des bavards, des sémioticiens, des docteurs en tout genre de choses, n'est-ce pas?
tel que le modèle français l'a voulu. C'est de la faute de qui? Quand on sort, quand la guerre froide termine et que les consensus post-indépendantistes, n'est-ce pas, qui ont permis aux différents États africains de s'insérer dans le système international par le biais de la tutelle française, on arrive, mais ce sont eux-mêmes encore qui constatent, qui viennent nous dire, on va vous imposer des programmes d'ajustement structurel. C'est eux qui viennent le dire. Et la France refuse d'assumer ses responsabilités. Que quand il y a la crise, pas d'ajustement structurel, renflouement en devise. Article 7 des accords monétaires. Je dis bien article 7. Donc la France avait l'obligation de renflouer les pays africains en devise, n'est-ce pas, pour éviter des programmes d'ajustement structurel. La France se débine, va faire son pacte, n'est-ce pas, au niveau du FMI et envoie ses colonies au FMI. Et on nous impose le plan d'ajustement structurel. C'est-à-dire quoi? La fin de la souveraineté, la mise sous tutelle radicale de nos économies, et on ôte aux États toute capacité à implémenter une quelconque politique économique. Voilà où commence le bilan. Voilà le bilan. Voilà le bilan. A dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? La France constate qu'elle n'a pas les moyens de continuer dans le modèle. En fait, les options qu'elle a prises, elle se rend compte que quand le mur de Berlin est fini et que l'anticommunisme qui justifiait l'insertion de la France à la table des grands, n'existant plus, les rapports de force économique dans leur violence vont s'imposer. Or, la machine économique française n'est pas prête. Macron vient de le reconnaître, n'est-ce pas? La machine, c'est une machine coloniale. Là où d'autres ont décolonisé et ont converti leurs appareils coloniaux dans une nouvelle machine. Cette fois-là, globalement coloniale, apte à faire la guerre économique au niveau international, la France est restée dans des dynamiques coloniales. Elle n'a pas les moyens. Voilà pourquoi elle va tolérer, elle va laisser que les colonies diversifient les partenaires. Mais en sachant que chaque fois qu'un pays va vouloir payer, donner de l'argent à un pays africain, ça passe par le compte d'opéra, elle prélève sa rente dessus sans rien faire. Donc le bilan, il est là. Ce n'est pas nous qui devons parler de ça. Toi, tu as imposé un modèle par la force, par le feu et le sang. Les victimes ayant perdu la guerre ont accepté, ont fait ce que tu as dit. Quand il y a eu des problèmes, tu les as abandonnés à l'international, au FMI, à la Banque mondiale. Tu les as abandonnés. Et maintenant, tu pleures quoi? Alors, cette faiblesse de la France va donc être exploitée. Je voudrais rappeler que quand la France décide de la première dévaluation en 1994, le pays qui s'oppose à ça s'appelle Cameroun. Il y a le président Paul Biya. Que les anti-biaïstes aillent se pendre, le Senghos. Il suffit de parler comme ça. Ce sont des faits historiques. Il s'oppose à ça et il appelle ses frères africains à une action. Bongo et Diouf vont aller le trahir. Le Cameroun va subir un des pires ajustements structurels que personne n'a encore vu sur cette terre. Le Cameroun. Bongo croyait qu'il va gagner. Mais Bongo, après, qu'il va demander la rançon de la trahison, Chirac ne va rien faire. Parce que Bongo espérait devenir un pays à revenu intermédiaire. On devait lui supprimer une bonne partie de ça. Il ne connaissait pas la France. Chirac a dit niet. Et Bongo va pleurer. Dans ce discours, il va le dire que Chirac m'a trahi. Mais le traître est finit toujours par être trahi par celui par qui il trahit. Il n'y a aucune considération pour un traître dans la vie. Donc la France va trahir Bongo, qui lui avait cassé la dynamique que le président Biya et d'autres voulaient mettre en place pour essayer au moins de s'opposer, de rappeler à la France ses devoirs, conformément à l'article 7 de la Convention monétaire. Bongo est mort triste. Il n'a qu'à, c'est son problème, et là, lui et la France. Il avait choisi de jouer le jeu. Donc le bilan, il est là. Pourquoi voulez-vous que nous fassions un bilan plus que Macron lui-même, que le président de la France? Il vient de faire le bilan encore lundi lui-même. Oui. Et il le connaît lui-même. Il reconnaît que nous avons échoué. On n'a pas été à la hauteur, même si le programme qu'il propose, c'est la continuité coloniale déguisée. Mais il reconnaît quand même ça. Le bilan est un échec, c'est un échec. D'où la nature des relations qu'il lie les Africains maintenant à la France. Que Macron appelle sentiment anti-français. Ça fait rire. Parce qu'il a honte de reconnaître que la France a échoué. Il ne peut pas le dire. Parce que dire que ça a échoué, s'il vient avouer ça, c'est très grave. La France n'est plus la France. Sinon, elle a eu elle s'est au Conseil de sécurité grâce à qui? Grâce à l'Afrique. Tout ce qu'elle a eu comme avantages internationaux, c'est grâce à l'Afrique. Donc venir dire que j'ai échoué, c'est dur. Même il veut nuancer, mais c'est trop fort. L'échec est trop fragile, il est obligé d'avouer.
C'est ça la nouvelle stratégie militaire. C'est ça la nouvelle offre qu'il veut faire. C'est ça le sommet de juin qu'il veut convoquer en disant nouveau partenariat Nord-Sud. Mais nouveau pourquoi? L'ancien a donné quoi? Si l'ancien marche, pourquoi tu veux un nouveau partenariat Nord-Sud? On va investir 700 milliards d'euros dans un grand projet infrastructurel en faveur de l'Afrique parce qu'on veut contrer la Chine. Parce qu'on veut contrer la Russie. Mais avant que les Russes et les Chinois ne viennent, vous avez eu près de 300 ans dans un continent pour faire vos preuves. Si la France était un pays de gens compétents, des gens qui croient à tout leur discours, à leur préambule de leur constitution et à toutes les valeurs dont ils se réclament là, la France serait aujourd'hui la première puissance mondiale. Moi, je vais vous dire, que l'Africain m'explique pour une première fois. Je ne prends qu'un cas. C'est un cas pédagogique. Je suis très sûr de moi que si vous avez laissé l'Afrique aux Allemands, on serait pas au niveau où on est. Les Allemands seraient la première puissance mondiale. Je vous dis. La France n'a pas été à mesure en Afrique de bâtir même des monuments et des infrastructures qui dépassent celles bâties par les Allemands. Sur lequel Cameroun? Pas seulement au Cameroun. Macron vient de reconnaître lui-même dans son discours. Oui, donc moi je le prends au mot. Pas moi qui le dis. Il vient de le reconnaître dans son discours. Donc, vous voyez très bien que le bilan, vous avez beau contourner. Vous voulez être très responsable. Vous voulez être modéré comme vous voulez. Les faits vont vous rattraper. Le sentiment, c'est ce qu'il appelle sentiment anti-français, qui est une bêtise à tout point de vue. Sur le plan sématique, sur le plan à tout point de vue, c'était de la bêtise de dire ça, mais il ne peut pas faire autrement. Elle la conséquence directe de l'échec de la politique française en Afrique. Il n'y a pas de pays au monde où on célèbre le colon. Il n'y a que la France qui veut être une puissance coloniale et veut que ses victimes coloniales l'adorent. Mais ça, c'est la sorcellerie. Les Français ont-ils adoré les Allemands? Montrez-moi dans l'histoire de l'Occident où est-ce qu'une victime adore le bourreau. Même quand ils se faisaient la guerre entre eux, les frères, ils se sont fait la guerre entre eux pendant des centaines d'années. Pourquoi? Pourquoi, Jocelyn? Mais parce que dans l'histoire, il n'est pas possible qu'une victime adore le bourreau. Si une victime adore le bourreau, il n'est plus une victime, il disparaît de la scène historique. Même Dieu va dire qu'il disparaisse. Dieu n'est pas d'accord avec une victime qui adore son bourreau. Mais la France veut que les Africains, avec tout ce que je viens de vous dire, adorent la France. C'est impossible. C'est ça encore l'autre dimension de l'échec. Et pas seulement un échec historique, c'est un échec spirituel, c'est un échec cosmique. C'est-à-dire que c'est très grave comme échec. Donc, vous voyez donc que la France a fabriqué un type de dirigeant. Elle a offert un modèle qui était coiffé par les Senghor, les Houphouët, les Mbongo, les Yadema, tout ce qu'on connaît là, tous ces présidents-là que nous connaissons. Pour que les Houphouët Mbongo existent, il fallait qu'on tue Sékou Touré, qu'on assassine les Oumyobé, qu'on assassine les Modibo Keïta, et les Sylvanus Solin. À la fin, quel est le bilan alors de ceux qui sont restés? On voit très bien. Alors là où ça marche très bien avec la France, quel est le bilan? Prenez la Côte d'Ivoire. Évidemment, comme ce que vous faites, on veut fabriquer un bilan en or à M. Ouattara. Bon, justement, il ne vaut rien. Parce qu'il n'y a rien. Toutes les infrastructures qu'il doit se vanter de faire là ont été bouclées. Financement, conception, Jocelyn Goss, conception technique, conception stratégique, financement bouclé par Gbagbo. Écoutez-moi bien, je dis bien tous les projets infrastructurels dont M. Ouattara se vante bien en Côte d'Ivoire. Je le dis. Et si y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui me démontre le contraire, appelez-le ici, ou bien qu'il fasse un débat. Les dons me le sont vivants. Vous comprenez? Gbagbo est vivant. Toutes les infrastructures qu'il met en œuvre là, Gbagbo avait bloqué les financements, bouclé les conditions techniques, Jocelyn Goss. Mais qu'a fait la France? A débarqué Gbagbo du pouvoir. Par les moyens qu'on connaît, l'a envoyé à la CPI, pour que le pion vienne s'installer et vienne récupérer le travail de Gbagbo pour se vanter, dire que je suis un génie. Ok. Considérons même qu'il a fait le travail qu'on dit là. Alors en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens me font rire. Mais c'est le pays au monde où on expérimente, Jocelyn Goss, la croissance, pas pour la croissance, parce que les populations sont pauvres. À titre individuel, sont très pauvres. Mais il y a croissance, parce qu'on y blanchit de l'argent. Parce qu'on blanchit l'argent dans des un développement infrastructurel factice. Parce que les gens ne savent pas à quoi servent les routes dans un pays si ceux pour qui on les construit sont des esclaves dans leur pays. Je répète, à quoi servent les routes dans un pays? Ceux pour qui ces routes sont censées être construites sont des esclaves. Les Ivoiriens sont très heureux de voir les routes dans un pays dirigé par un étranger, que les nagues matin, midi, soir.
De quoi est-ce qu'on parle? Il faut que les gens soient un peu sérieux. Donc vous voyez très bien que, si on prend Ouattara, et il n'y a pas de commentaire à faire, c'est-à-dire il est le valet le plus assumé que le continent nègre ait jamais eu dans l'histoire. Il est très content d'être un esclave. Parce que lui, il est être humain, quand il est adoubé par un autre humain comme lui. Il dit, bon, je dis que toi, tu es un humain. Et on est des alliés. Tous les jours, il est en France, il prend des photos. On félicite la France, dit, notre allié, notre allié. Continuons. Voyons le Sénégal. Alors, la situation sociale au Sénégal parle plus que tout. Alors, la situation sociopolitique au Sénégal parle plus que tout. Ils sont, ce pays-là, au bord d'une catastrophe, d'un cataclysme politique. Moi, je ne voudrais pas souhaiter ça à ce pays. Ma prière est qu'ils s'en sortent. Mais pourquoi? Mais ça ne vient pas du hasard. Parce que tous les pro-français, depuis Senghor, non, depuis Blaise Ndiaye, toute la classe politique française est fabriquée où? Elle est parisienne, la preuve. Tous les présidents sénégalais qui ont le pouvoir, ils vont où? En France. Ils vont habiter où? En France. Vous avez vu en Afrique, un patriarche, quand un patriarche a fini de faire, disons, la phase active de sa vie, mais il va dans son village. Directement. Le village, c'est la France. Y compris le faux panafricanisme qu'on appelle Watt. Hein? Continuateur du panafricanisme pro-occidental. Parce qu'il dit qu'il a écrit un livre, un destin pour l'Afrique, n'importe quoi. Les naïfs pensent qu'il est un panafricaniste. On l'a vu à l'œuvre. Il a dansé quand on a tué Kadhafi. Dès qu'il a reçu plein d'argent, quand il galérait. Il est vivant, hein? Ouais, il ne peut pas démentir ce qu'on dit là. Dans son livre, mais il parle de ça. Ce que Kadhafi lui a apporté. Juste un gosse. Le Sénégal, c'est un modèle. C'est un modèle. Alors, citez-moi tous ces pays-là qu'on veut présenter comme étant les pays qui sont restés dans de bonnes relations avec la France. C'est la stagnation. Parce qu'on ne se développe pas en étant une colonie. On ne se développe pas dans le cadre colonial. La colonisation, c'est l'exploitation pure et simple. C'est la mise en valeur de la colonie. Point barre. Tout ce que Macron propose aux Africains là, c'est la mise en valeur de la colonie dans un format nouveau. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Dans une colonie, quand on parle de croissance, vous devez avoir même peur. Dans une colonie, il est mieux qu'il n'y ait pas de croissance. Écoutez-moi bien. Hein? Dans une colonie, il est mieux qu'il n'y ait pas de croissance. Quand on dit croissance, faites gaffe. Ça veut dire que le taux d'exploitation est très avancé dans votre pays. Je sais un gosse. Vous savez, on nous a vanté hier, n'est-ce pas, la libre circulation en Afrique de l'Ouest, non? C'est pas ça. Oui. Ils sont tellement avancés que le jour où un pays africain digne de son nom s'est levé, je parle le cas du Mali, embargo. Plus de libre circulation. Les esclaves sont libres de circuler dans la grande plantation. Circuler. Dans le champ, dans la plantation d'esclaves. Circuler, mais dans la plantation d'esclaves. Dans la plantation d'esclaves, vous circulez. Donc, Justin Gauze, on a là deux modèles qui s'affrontent. Ils se sont affrontés hier. Le modèle de la libération nationale. Il est naturellement panafricaniste. Et il est global. Le modèle de la collaboration avec les Achille Mbembe et la société civile fabriquée par M. Macron. Ce petit client à qui il partage de l'argent. Dans les faux projets de démocratie, faux projets de start-up, faux projets de... Les projets Mythe Africa. Mythe Africa. Chose Africa. Des bêtises comme ça. Hein? D'accord. Des choses comme ça. Il fabrique sa clientèle sur le continent, n'est-ce pas? Pour renouveler, Jocelyn Gauze, la même clientèle qu'on a fabriquée à partir de 1944, et même avant. Les Blaise Diaye, les Senghor, tous ces gens, l'infrastructure coloniale qui les a produits en masse et en millions, c'est la même que Macron est en train de renouveler. Pourquoi on est le nouveau Senghor? Qu'on est le nouveau Blaise Diaye, le nouveau Bongo, cette fois-là déguisé en Achille Mbembe, en société civile, les artistes, machin et consorts. La France va jusqu'à venir imposer sa politique culturelle dans les pays africains. Elle est là pour imposer. Elle me dit que oui, on va dire que le même débat, que font les présidents? Je dis qu'il n'y a pas encore de président en Afrique. Vous avez deux catégories de dirigeants en Afrique. Vous avez des vrais sous-préfets, qui sont la conséquence de la décolonisation manquée, imposée par Paris. Dans son précat, on les appelle présidents. Ils ne sont pas des présidents, ils sont des sous-préfets. Il y en a maintenant qui se battent pour en sortir. Ceux qui ont été tués, il y en a qui se battent pour en sortir et pour être enfin des États souverains, des présidents souverains. Moi, je ne vais pas citer parce que on va, de la vieille génération, on va dire qu'ils soutiennent tel. Citons les Assimi Goïta. OK. Assimi Goïta, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la France est en train de lui faire? Ce n'est pas l'ennemi public numéro 1 de la France. Oui. Pourquoi la France n'est pas en mesure de discuter avec Assimi Goïta? Pourquoi? Parce que la France ne discute jamais avec les colonisés. Jamais. L'esprit français, il n'y a pas de débat entre la France, entre le français colon et le colonisé, il n'y a pas de débat.
Parce que c'est un rapport raciste, c'est un rapport de mépris, c'est un rapport de négation, Jocelyn Ngoz, qui lie le français colon, je précise bien, je ne parle pas le peuple français, je dis bien le français colon, dans son rapport avec l'Africain colonisé, c'est un rapport de mépris, c'est un rapport raciste, c'est un rapport de négation. Parce que les ressources, n'est-ce pas, du colonisé, ces ressources naturelles, ces ressources intellectuelles, la France vit de ça, elle capte ça. C'est de ça qu'elle se nourrit. Je ne parle pas de la France officielle, de l'État français. C'est de ça que la France se nourrit. Donc le débat, il est là. Pourquoi l'échec de la France vient de quoi? Parce qu'elle n'est pas à mesure, dans sa configuration, dans sa démarche géopolitique et stratégique, la France privilégie qui? Les Béni oui. Indépendance. Tous ceux qui ont dit non, tête coupée. Oumniobé a été tué, mais Oumniobé avant était dans la genèse française, la camerounaise française, lors de l'entre-deux guerres. Oumniobé, je cafra, il était là avec les Sopos et consorts. Donc vous voyez que c'était même, il était, on peut dire, francophile. Il n'était pas germanophile. Toute l'élite camerounaise que la France a décapité là, c'était une élite francophile, entre guillemets. Parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont dit nous avons une autre conception de l'indépendance. Là où la France aurait pu s'insérer, la réponse a été là. Les massacres, Jocelyn Ngoz, elle a privilégié les Ouattara, les gens comme ça, les interlocuteurs, valablement les Aïdjo, les Hassan II, tous ces gens-là, les Mbongo. Aujourd'hui, elle se plaint de quoi? Elle se plaint de qui? Pourquoi la France n'est pas en mesure de parler avec Assimi Goïta? Pourquoi? Pourquoi la seule offre, c'est que taisez-vous et suivez-nous? Mais il faut aussi intégrer à côté de ça ceux qui disent non. Pourquoi on n'est pas en mesure d'imaginer une discussion avec ceux qui disent non? Pourquoi? L'arrogance. Mais qui vient de quoi? Ça remonte de très loin. Racisme. Les Noirs sont des chiens. On a vocation à les commander. Quand ils n'acceptent pas, il n'y a pas de dialogue. Ceux qui acceptent, on les émerge, on dit que non, ce sont des grands. Ils sont des savants, ils sont très brillants, ils sont sages. Comme Bembe. Bembe est très fier de descendre de l'avion, d'être dans l'avion présidentiel avec Macron. Autrement dit, Bembe reproche à Biya de ne l'avoir jamais invité, lui donner les honneurs que Macron lui a donnés dans le cadre de ce même rapport. Tu n'es qu'une élite que si tu lèches les fesses du colon français, que les gens m'excusent pour le mot, je ne veux pas dire mieux, il faut qu'on soit cru. Tu n'es qu'une élite africaine que si tu lèches les fesses, n'est-ce pas, du colon français. Mais le bilan de ce léchage-là, c'est quoi? C'est l'échec. Donc, le renouveau de ces relations Ngoz va consister dans la capacité d'une élite française, si un jour elle va exister, à discuter avec ceux qui disent non. Dire non ne veut pas dire qu'on veut tuer quelqu'un. Dire non ne veut pas dire qu'on veut couper la tête de l'ancien colon. On va seulement dire que, monsieur, le cadre dans lequel nous voulons que vous débattiez, c'est un cadre qui consacre l'égalité entre nous et vous. Ouais. Mais ça, la France ne sait pas accepter ça. Ça, la France est incapable, dans son logiciel, de concevoir que moi et vous, on s'asseye avec elle dans un rapport d'égalité. Là est son malheur, là est la cause de sa chute.